La performance à vélo est souvent vue comme un rapport très simple entre la puissance développée par le cycliste et la durée ou la distance durant laquelle il sera capable de maintenir cette puissance. Mais en réalité, ce qui compte réellement, c'est le rapport entre la puissance et le poids. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment comprendre le rapport poids-puissance à vélo. T'es sur BeIron, on y va! D'un côté, tu vas avoir une indication qui est le nombre de watts que ton capteur de puissance va t'indiquer. Cela pourra être 150, 200, 250 watts ou toute autre valeur que ton capteur t'indiquera en fonction de tes capacités. Et d'un autre côté, tu vas avoir les watts par kilo que tu vas être capable de développer. Pour calculer ton propre rapport poids-puissance, il te suffira de prendre par exemple pendant une heure la moyenne en termes de watts que tu auras réussi à développer et de diviser ce chiffre par ton poids en kilos. Pour une personne qui aurait développé pendant une heure 250 watts et qui pèserait 70 kg, son rapport poids-puissance sera de 250 divisé par 70, soit un petit peu plus de 3,5 watts par kilo. Alors que veut dire cette information? Tout d'abord, que des cyclistes plus lourds vont généralement avoir plus de facilité à avoir une moyenne de watts plus élevée. Par exemple, un cycliste de 75 kg qui produirait 3 watts par kilo aura une moyenne de 225 watts, alors qu'un cycliste de 60 kg, toujours pédalant à 3 watts par kilo, aura une moyenne de 180 watts. On voit donc que les deux seront toujours à 3 watts par kilo, alors que l'un produira 225 watts, mais l'autre 180 watts uniquement. Au niveau de l'effort réalisé ou ressenti, cela sera plus ou moins la même chose, chacun produisant 3 watts par kilo. Mais il est très probable que les deux n'aillent pas à la même vitesse, et c'est justement là que l'on commence à voir comment est-ce que le poids va affecter la performance d'un cycliste en combinaison avec d'autres facteurs. D'un côté, on va avoir la puissance développée par le cycliste pour avancer, et de l'autre côté, on va avoir une combinaison de trois facteurs, le frottement au sol, la résistance aérodynamique et la gravité. Comment peut-on réduire ces trois forces contraires? Pour le frottement au sol, on va pouvoir le réduire en utilisant des pneus de qualité qui ont un rendement plus élevé que des pneus de basse qualité. On va également pouvoir réduire ce frottement en optimisant le gonflage des pneus. Pour la résistance aérodynamique, on va chercher à avoir une position la plus aérodynamique possible en réduisant la surface avant qui va créer la résistance au vent, ce qu'on appelle souvent le CDA, qui est le coefficient aérodynamique et dont on parlera dans une prochaine vidéo. On peut aussi noter que la densité de l'air pourra affecter la performance. Généralement, avec un air plus chaud, on aura davantage de résistance aérodynamique qu'avec un air plus frais. Enfin, pour la gravité, il faut d'abord noter qu'elle va évoluer en fonction du profil du terrain et donc que l'on aura davantage de résistance en côte que sur du plat ou en descente. On va donc pouvoir essayer de contrôler les effets de la gravité d'une part en réduisant le poids du vélo et de tous les accessoires et d'autre part en tentant de réduire le poids du cycliste, donc le cycliste lui-même, les vêtements, le casque, les chaussures et tout ce qu'il pourra porter durant la sortie. Comme on le disait, la relation entre le poids et la puissance à vélo est très importante. Mais tout ça va aussi dépendre beaucoup du profil de terrain sur lequel on va évoluer. Sur un parcours plat, 90% de la résistance que le cycliste va devoir vaincre va provenir de la résistance aérodynamique, alors que les 10% restants seront généralement attribués au frottement des roues sur le sol. Dès que l'on passe sur un parcours plus vallonné, avec des côtes de l'ordre de 2 à 4%, le rôle de la résistance aérodynamique va tomber à 45%, donc il reste relativement important, et celui de la gravité va augmenter également à 45%. Les 10% restants étant eux toujours attribués au frottement des roues sur le sol. Puis lorsque l'on attaque des montées de l'ordre de 7 à 8% ou plus, le rôle de la gravité sera le plus important avec environ 90% de la résistance, alors que la résistance aérodynamique, elle, tombera à 5% et la résistance due au frottement sur le sol tombera, elle, également à 5%. Alors que faut-il comprendre de ces chiffres? Sur un parcours plat, ce qui sera le plus important sera d'avoir une bonne position aérodynamique, sachant que la force la plus importante que le cycliste devra combattre sera justement cette résistance aérodynamique s'élevant à 90% de la résistance totale. On voit donc ici que le poids ne sera pas vraiment un obstacle, mais en tout cas qu'il le sera moins que sur un parcours plus vallonné, et que ce que l'on cherchera surtout sera d'avoir une bonne position aérodynamique sur le vélo. On comprend donc pourquoi sur ce type de parcours on aura tendance à avoir recours à un vélo de triathlon, même si généralement ils seront 2 à 3 kg en moyenne plus lourds qu'un vélo de route normal, sachant l'avantage que l'on pourra retirer du fait d'une bonne position aérodynamique. En montée en revanche, les cyclistes les plus légers seront à l'avantage, alors que les cyclistes les plus lourds devront davantage lutter contre la gravité pour avancer. Mais c'est quelque chose qui aura tendance à s'inverser lors des descentes où les cyclistes les plus lourds seront avantagés. Enfin, ce qu'il faut en retenir, c'est que les watts en eux-mêmes ne sont pas une information que tu pourras utiliser. Ce qui sera important sera toujours de voir le nombre de watts par rapport au poids du cycliste. J'espère que la vidéo t'a plu et que tu comprends maintenant un peu mieux le rapport entre le poids et la puissance à vélo. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo, à la partager et à t'abonner à la chaîne. Si tu as des questions ou des suggestions, tu peux nous les mettre en commentaire. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.